Salut, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des écrans et des réseaux sociaux. Ces enfants qui mobilisent tout leur temps et même leur vie sur les écrans et les réseaux sociaux. C'est un sujet en fait vraiment important qui affecte les parents et même les enfants eux-mêmes. De ce fait, le sujet sera abordé par nos deux intervenants, Samantha Gabi, psychoéducatrice, et Gabrielle Bélanger, qui est stagiaire à la maîtrise en psychoéducation. Alors, toutefois, sans tarder, je vais passer la parole à Samantha Gabi, qui va nous expliquer comment peut-on faire bon usage des écrans, sachant que la technologie fait partie intégrante de nos vies à ce présent. Allez-y, Samantha. Oui, donc merci beaucoup, Daniel. Donc, bonjour à tous. Je suis vraiment contente d'être présente avec vous. Donc, il faut, pour être responsable, pour faire une bonne gestion des écrans, ben, il faut comprendre qu'est-ce que les écrans font ou qu'est-ce que les écrans créent comme effet sur le cerveau et sur le développement de l'enfant. Quand les enfants jouent à des jeux vidéo, ils sont sur les réseaux sociaux comme sur Instagram ou Facebook, ça vient activer la zone du plaisir. Donc, ça vient libérer beaucoup de dopamine. Donc, vous avez sûrement entendu parler de dopamine, mais c'est l'hormone du bonheur. Donc, quand vous entendez l'hormone du bonheur, ben, on fait référence à la dopamine. Mais qu'est-ce que ça crée? Ben, ça vient perturber ou ça vient bloquer deux neurotransmetteurs, donc la sérotonine puis la noradrénaline. Donc, les mots que je vous dis ne sont pas tant importants, mais c'est juste important de comprendre que normalement, la sérotonine, ça contrôle les humeurs, ça favorise l'empathie chez l'enfant. Donc là, qu'est-ce que les jeux vidéo font? Ben, ça va venir dérégler leur humeur, puis ça va faire en sorte qu'ils vont avoir moins d'empathie. Donc, des fois, les enfants, ils vont jouer à des jeux vraiment violents, puis ils vont vouloir continuer parce qu'il y a eu cette libération-là qui fait en sorte que tout est venu dérégler. Puis, ça va aussi encourager, normalement, la noradrénaline que j'ai dit, ça encourage les comportements qui sont plus éthiques. Mais là, quand l'enfant joue à des jeux vidéo, ça vient activer, en fait, ça vient faire le contraire. Donc, l'enfant, il peut être justement plus agressif, plus sur les nerfs, il va vouloir y aller à fond, mais c'est parce qu'il y a eu une libération de dopamine en extra dans le cerveau du jeune ou de l'enfant. Donc, il y a différents effets selon le degré d'exposition. Donc, si on parle de façon plus ponctuelle, quelques fois par semaine, ça peut être des difficultés au niveau de l'endormissement parce qu'on sait que ça bloque la mélatonine, la lumière qui est contenue dans les écrans. Donc, ça bloque. Puis la mélatonine, dans le fond, c'est un peu pour aider le cerveau à comprendre que c'est l'heure du dodo. Ça ne va pas nécessairement endormir l'enfant, mais c'est vraiment une aide. Puis, dans le fond, quand on est devant les écrans, là, ce que ça va faire, ben, ça va dire au cerveau, tu sais, il y a de la lumière encore, donc c'est comme si c'était le soleil un peu qui était encore là, puis qui dit, OK, non, c'est encore le jour, on ne dort pas. Donc là, l'enfant peut avoir certaines difficultés à s'endormir. Aussi, l'augmentation de la violence, que ce soit verbale, donc avec les mots, les insultes, ou physiques. Ils apprennent beaucoup par imitation, donc ils peuvent reproduire ces comportements-là. Puis à l'école ou dans d'autres milieux, on peut voir une augmentation, un enfant qui commence à pousser les autres, les bousculer, dire des méchants mots. Donc, vraiment, il y a ces effets-là. De l'insécurité aussi, donc de s'en sentir plus... quand on est dans les jeux vidéo puis qu'il y a beaucoup de méchants ou de violence, ben c'est sûr que la personne peut se sentir peut-être moins en sécurité, qu'il peut arriver quoi que ce soit. Donc, ça peut créer ce sentiment-là. Quand l'enfant là, est vraiment exposé de façon répétée, presque à chaque jour, on peut observer chez lui un modèle de pensée qui va considérer que la violence, là, c'est acceptable dans notre société, donc qu'on a le droit d'utiliser ça pour arriver à des fins.
D'habitude, ça va être des enfants qui ont souvent des problèmes graves de comportement à l'école, que c'est vraiment persistant. Sinon, baisse de l'empathie, ça va aussi avec son modèle un peu de pensée là, qui croit que la violence faite aux autres, c'est correct. Donc, il va moins penser à ce que les autres pourraient vivre, pourraient ressentir, puis il va moins se mettre à la place des autres. Hausse des comportements agressifs, encore une fois. Des problèmes oculaires aussi, parce que quand on est sur les écrans, on a moins tendance à cligner des yeux. Donc, ça peut amener différents problèmes oculaires, pas juste la sécheresse, mais myopie, astigmate et tout. Puis, risque de sédentarité, effectivement, quand l'enfant peut-être est vraiment beaucoup d'heures devant les écrans puis qui ne se permet pas de bouger, il ne pense pas nécessairement à aller faire du sport à l'extérieur parce qu'il est vraiment concentré là, sur les écrans. Puis, c'est beaucoup plus agréable dans le moment présent que de penser à aller faire du sport. Est-ce qu'il n'y a pas des signes comme des symptômes physiques comme une maladie qui peut les affecter, qui peuvent les toucher à long terme? Oui, effectivement, il y a la cyberdépendance là, qu'on parle. Donc, on voulait vous donner des petites pistes pour dépister tout ça pour que vous soyez en mesure de dire que, OK, finalement, il faut peut-être que j'aille consulter pour mon jeune. Il y a différents signes physiques et psychologiques. Premièrement, sécheresse des yeux, donc des jeunes qui vont vraiment avoir les yeux, qui vont devoir lubrifier souvent en fermant les yeux. Des maux de tête aussi, parce qu'à force de regarder la lumière, c'est pas facile pour notre petite tête. Des migraines chroniques aussi, quand on est rendu là, c'est qu'il y a vraiment un problème, là, que le jeune il a super, super, super mal à la tête. Un autre important signe, c'est que l'hygiène de l'enfant est négligée. Donc, on peut voir des jeunes qui ne vont pas prendre, par exemple, leur douche ou leur bain puis pour rester sur les jeux vidéo. Donc là, ça 4 jours qu'ils ne se sont pas lavés, une semaine, là on a vraiment... on tombe dans la cyberdépendance, là, que ça altère aussi le fonctionnement social. Donc, peut-être l'enfant s'isole un peu plus. Il y a plus de conflits avec la famille aussi par rapport à ce sujet-là. Puis, le plus important aussi, je dirais que c'est le sentiment de bien-être qui est associé à l'utilisation des écrans. Donc, le jeune, quand il va être connecté là-dessus, il va être vraiment heureux, va se sentir bien. Puis, quand il se déconnecte, là, il se sent vide comme... c'est un peu comme avec la cigarette, là, comme on a vraiment besoin de ça pour continuer à vivre. De l'anxiété aussi, quand il est hors ligne, de la déprime aussi. Donc, vraiment, c'est un signe super important là, à regarder, cette différence-là entre quand il est connecté et quand il ne l'est pas. Maintenant, en tant que parent, comment est-ce qu'on peut aider nos enfants à surmonter les écrans, surtout dans l'aspect où ça devient nocif pour leur santé? Concernant les pistes et stratégies, on a plusieurs trucs à vous proposer. Mais de un, la gestion du temps, je pense que c'est quand même quelque chose que vous essayez tous de faire, là, les parents, de réduire le temps ou de mieux superviser le temps. Mais comment on pouvait le faire, c'est d'utiliser des outils visuels qui permettent de mesurer vraiment le temps. Donc, des fois, on utilise des time timers, des minuteries, des sabliers. Donc, la minuterie, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça permet à l'enfant de voir le temps, donc 15 minutes. 13 minutes jusqu'à la fin que ça sonne. Donc, au moins, l'enfant peut voir le nombre de temps qui lui reste et ça lui permet de mieux organiser son temps de jeu. Comme autre stratégie, on aurait les calendriers. Fait que des fois, ce que vous pouvez faire, c'est acheter un calendrier où ce que vous mettez les moments d'utilisation. Comme mettons, pour un calendrier, vous pourriez dire, bon, le vendredi soir, samedi, dimanche, de telle heure à telle heure, tu peux faire de l'écran. Fait que comme ça permet d'annoncer à l'enfant à l'avance à quel moment il a le droit. Comme ça vous évite d'avoir l'enfant qui vous dit « Maman, papa, est-ce que c'est aujourd'hui que je peux jouer? » Il va avoir le calendrier, c'est inscrit. Donc, ça vous permet aussi de garder votre énergie. Puis en même temps, ça permet à l'enfant de voir à quel moment il y aurait accès. Fait que tout ce qui est visuel, pour vrai, ça aide beaucoup pour les enfants.
Sinon, comme autre stratégie que j'aimerais vous suggérer, c'est vraiment simple, mais pour vrai, vous pouvez demander à votre enfant qu'est-ce que tu me suggères? Donc, c'est demander à votre enfant, tu ne suggères pas pour diminuer ton temps d'écran, puis vous seriez surpris de toutes les réponses que vos enfants vous donneraient. Puis des fois, des fois, ils peuvent être durs avec eux-mêmes, mais c'est d'écouter ce qu'ils proposent, puis de les mettre en application, parce que des fois, l'enfant, il a juste besoin de se sentir écouté, de voir il peut donner son opinion. Et en même temps, ça vous permet justement de diminuer son temps d'écran avec ses propositions. Et en plus de ça, vous allez chercher la collaboration de l'enfant parce que quand on vous propose des stratégies, ben, c'est aussi dans le but de ne pas mettre l'enfant à dos à vous, mais d'aller chercher cette collaboration-là, de travailler en équipe pour arriver justement à trouver un équilibre. Ou sinon, comme dernière stratégie de mon côté que j'aimerais vous proposer, ben, c'est de ne pas récompenser ou de punir l'enfant avec les écrans. Puis, des fois, en tant que parent, on va avoir tendance à dire, bon, ben, tu t'es chicané avec ta sœur ou tu t'es chicané ou t'as pas écouté telle consigne, ben, pas d'écran ou je te coupe le temps d'écran parce que tu as fait ça. Mais au final, il n'y a pas de lien entre le comportement de votre enfant et la conséquence de la réduction du temps. Puis, dans ces cas-là, s'il y a eu une chicane avec ses sœurs, s'il y a eu un comportement inadéquat, mais peut-être qu'un geste de réparation serait plus nécessaire. Mais de couper le temps d'écran, vous allez voir que ça ne va pas fonctionner parce que l'enfant ne verra pas une logique. Donc, c'est mieux de faire un geste de réparation. Peut-être là où vous vous dites, ben, tu sais, à un moment donné, il faut quand même couper le temps d'écran. Oui. Donc, à quel moment vous pouvez couper le temps d'écran ou réduire le temps d'écran? C'est quand, mettons, vous avez demandé à votre enfant de terminer ses devoirs, vous avez demandé à votre enfant de faire une tâche et il l'a pas fait. Donc, à ce moment-là, vous pouvez lui dire, ben, je vais devoir te couper dans ton temps parce que c'est logique. C'est le résultat de ses choix. Donc, c'est lui qui a décidé justement de traîner. Donc, tu traînes durant tes devoirs, mais tu n'auras pas accès à tes jeux vidéo. Mais c'est important de l'annoncer à l'avance. Vous ne pouvez pas juste dire à l'enfant, ah ben, tu n'as pas accès à tes jeux vidéo, puis l'enfant, oh mon Dieu, mais là, je ne savais pas, maman. Il faut toujours annoncer la conséquence à l'enfant à l'avance. Puis avec le temps, vous allez voir que plus vous êtes constant, plus que vous êtes cohérent, plus que l'enfant va se dire, bon, ben, je vais faire ce qui est demandé parce que sinon, je n'aurai pas accès à telle ou telle chose au niveau de l'écran. Donc, je vais laisser ma chère collègue vous en proposer d'autres aussi. Oui, donc encore pour encadrer un peu les jeunes, donc on peut ranger les tablettes ou les ordinateurs portables là, dans des endroits qui sont non visibles pour les enfants. Donc ça, ce que ça fait sur le cerveau, c'est que ça va aider à créer une coupure. Donc je ne l'ai pas devant moi, donc c'est hors du champ de vision, on n'a pas accès, on est moins tenté. Sinon, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont encore des ordinateurs fixes. Là, je sais qu'on a de plus en plus des ordinateurs portables, mais peut-être de vous assurer que ce n'est pas dans la chambre de l'enfant. Donc, des ordinateurs qu'on ne peut pas nécessairement déplacer, peut-être plus les mettre dans le salon ou quelque chose comme ça, parce que la chambre, c'est souvent associé au sommeil. Donc, on veut que le cerveau fasse cette association-là aussi, puis que l'enfant n'ait pas de difficulté à s'endormir, là. Comparativement, s'il y a l'écran dans sa chambre, ça pourrait être plus difficile pour lui. Puis en même temps, ça serait peut-être plus tentant aussi là, d'y avoir accès pour faire des petits jeux vidéo. Samantha l'a un peu nommé aussi, mais de faire comprendre à l'enfant qu'il doit réaliser certaines tâches du quotidien avant d'avoir accès aux écrans. Donc, par exemple, bon, on a nommé les devoirs, mais est-ce que si vous, c'est important pour vous de faire le lit, qu'il aille sortir les poubelles, ben, est-ce qu'il le fait avant d'avoir accès aux écrans? Des fois, ça peut être une source, vraiment une bonne source de motivation. Tu sais, si je sais qu'à la fin de toutes mes étapes, j'ai accès aux écrans, ben, c'est sûr que je vais essayer de faire ma routine le plus vite possible, le plus adéquatement possible pour avoir peut-être un temps d'écran. Sinon, concernant vous directement, les parents, pour prendre conscience un peu de ses propres habitudes de consommation d'écran,
Donc, il y a diverses applications là, qui sont disponibles qui vous font un peu un rapport hebdomadaire. Là, moi, je sais que sur Samsung, je l'ai, ils me disent mon temps d'écran. iPhone aussi, ouais. De voir combien de temps j'ai passé sur telle application. Donc, vous êtes vraiment capable de les partager, combien de temps vous avez fait, si c'est plus pour vous divertir, si c'est plus pour le travail. Donc, ça peut être une belle façon de prendre conscience. Est-ce que nous, on est un modèle pour nos enfants en tant que parents? Donc, aussi les amener à... Moi, j'avais fait à un moment donné une petite boîte d'activités à faire avec les enfants quand ils s'ennuient. Donc, ça peut être, on met, OK, on va jouer au soccer, on va, je ne sais pas, prendre une longue marche, faire du bicycle. Donc, pour vraiment créer des activités où vous allez passer du temps de qualité avec eux sans nécessairement être sur les écrans. Puis, en plus, ça va leur permettre de bouger, donc d'être moins sédentaires dans leurs habitudes. Et puis, encourager les jeux plus de type réel. Donc, pour le sortir un peu de l'imaginaire un peu, puis de se concentrer dans le ici et maintenant, le moment présent. Et imposer aussi des moments sans écran. Qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que c'est le moment du repas ou que vous voulez absolument qu'il n'y ait pas d'écran? Est-ce que c'est 1 heure avant le dodo? Là, c'est sûr que c'est plus essentiel, 1 heure avant le dodo, pour empêcher la lumière bleue de faire des effets. Donc, on ne veut pas finalement que les moments avec les écrans, ça remplace les beaux échanges de qualité là, que vous avez avec vos enfants. Donc. Merci Gabrielle et Samantha pour les stratégies. C'est ça, avec tout ce qu'on vous dit, c'est beaucoup d'informations et c'est beaucoup, vous dites mon Dieu, mais soyez indulgents avec vous-même. C'est normal que ça soit difficile au début de mettre certaines choses en place. C'est essai-erreur, c'est geste par petit geste. Puis dites-vous que le petit geste que vous avez fait, c'est quand même un geste super important dans lequel vous devez être fiers de vous. Le but aussi, c'est que l'enfant se responsabilise face à ses actes. Puis c'est en étant avec l'enfant, c'est en l'accompagnant que l'enfant va réussir. Et de ne pas oublier d'être le plus cohérent et constant possible, parce que plus vous êtes cohérent, plus l'enfant va se dire, mais mon père ou mon papa, il voit qu'il est quand même constant, fait qu'il va avoir moins tendance à vouloir tester vos limites aussi. Donc, faites-vous confiance, puis je suis sûre que ça va super bien aller pour la suite. Merci, Samantha. C'est ça. Soyez confiants en vos capacités. Je pense que c'est ça le plus essentiel. Puis comme elle l'a dit, Samantha, la constance et la cohérence, c'est la clé pour les enfants. Quitte à le nommer des fois, là, quand vous sentez que vous êtes moins constant, puis que vous vivez peut-être plus d'émotions, vous êtes plus fatigué, de le nommer que c'est une exception, par exemple, là, que vous laissez les écrans, puis que ça ne se reproduira pas dans les autres moments. Donc, merci beaucoup de votre écoute. Oui, merci beaucoup.